Dans 4 heures, le réalisateur Didier Fraisse prend l'antenne sur Paris Première. Chacun se fait sa place. Le stress est sous contrôle. Il donne ses dernières instructions. Et toi, Simon, faut que tu puisses passer sur le gros plan de l'invité quand il regarde l'animateur et sur le voltigeur de face. C'est pas mal. Depuis quelques mois, la chaîne a décidé d'ajouter un ingrédient qui apporte une saveur particulière à sa revue de presse. C'est le direct. Là, je comprends pas. On peut gagner un petit peu par là ou pas? Pas le droit à l'erreur. Non, mais c'est nous qui sommes pas bien placés, là. Hein. Là, on est trop de profil. Faut aller plus par là, les copains. Ouais, regardez en face. Tout sera plus compliqué. L'équipe de 40 personnes qui doit mettre en place le plateau se dépêche. Ils ne pourront plus rien rectifier quand le programme sera lancé. Le poste de pilotage des caméras est installé à l'extérieur, dans ces 2 camions. Didier Fraisse en a vu d'autres. En 25 ans, il a réalisé aussi bien un défilé du 14 juillet que le Téléthon en direct. Allez. Tout le travail sur les cadres, tu le retrouves là. Je peux prendre la main ou pas? Vas-y. Donc tout ce qu'on vient de faire, on vérifie, voilà, qu'on est bien dans les axes. Il adore cette tension qui apporte un supplément d'âme au programme. Il va choisir à chaque instant l'image qui passe à l'antenne parmi les 7 angles de caméra qui balayent le plateau. C'est pas tout de suite la photo. Je me demande si tu n'as pas intérêt, vas-y, descends au max. Descends. Descends. Élève un peu ton cadre. 20 h, le public s'installe. La tension monte encore. Antenne dans 5 minutes. À partir du décompte, la chaîne Paris Première va donner les manettes à l'équipe de Didier Fraisse. La jonction doit se faire à la fraction de seconde. Régis Maillot. Allez, 6, on y va, 5, on est tous concentrés. 4, Hein. 3, 2, 1. Bonne émission. Eric avec l'écran. 10, Eric avec 9, l'écran. 8, 7, 6, Tu peux tirer un peu. 5, 4, 3, 2, 1, top. À lui, faites-lui signe. La revue de presse, c'est maintenant et c'est en direct sur Paris Première. Bonsoir à tous. Le direct, c'est le summum de la télévision. Il véhicule des émotions intenses. Aujourd'hui, sur la grille des programmes, seuls 12% des émissions sont encore diffusées en direct. Pourtant, aux origines de la télévision, c'était 100% des programmes en direct. À l'image du couronnement de la reine d'Angleterre, qui a marqué une génération entière. Dans le cœur des téléspectateurs, comme dans celui des professionnels du petit écran, le direct, cela reste le must de la télévision. L'ADN de la télévision, c'est le direct. C'est vraiment comme une addiction. C'est très difficile de s'en passer après. Hein. C'est vraiment comme si on avait la perf là et puis on vous l'arrache. Attention, l'antenne dans 30 secondes, l'antenne dans 10 secondes, l'antenne dans 3 secondes. Et ça monte. Et puis après, tac, on s'est cogné. Les premières fois, c'est la terreur totale. On ne sait plus. C'est comme si on était tout nus sur le plateau, quoi. On a oublié que c'est au prix de formidables prouesses techniques que le direct a permis à la télévision de s'imposer dans tous les foyers français. Ce Tour de France représente un sommet, car pour la première fois, toutes les arrivées d'étapes seront retransmises en direct. C'est un moment de partage et d'émotion unique. Tout le monde se souvient avec qui il était devant le petit écran à l'été 1969, quand l'homme a marché sur la Lune. En quelques pas, je peux m'arrêter très facilement. C'est un extraordinaire ballet. Un extraordinaire ballet. Eh bien, nous allons vous donner... Nous avons retrouvé les commentateurs de ces moments exceptionnels dans l'histoire de la télévision. Lorsque Armstrong met le pied par terre pour la première fois, par terre,
par l'une, devrais-je dire, on n'a même pas entendu ce qu'il dit, parce qu'on était tous là en train de parler, et c'est finalement Jacques Salbert qui était aux États-Unis et qui nous dit « Ah vous avez entendu ce que vient de dire Armstrong, c'est un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité ». On ne l'avait même pas entendu, ça. Nous, à Paris, dans le studio, on n'avait même pas entendu ce que Armstrong venait de dire. Pour le téléspectateur, c'est l'impression, l'illusion de participer réellement à l'événement. C'est ce qui fait la force du direct. Au fil des années, le direct est devenu une source de comiques, de gags, de blagues, souvent involontaires. Monsieur Chirac, vous êtes avec nous en direct, mais j'ai l'impression qu'il n'entend pas. Monsieur Chirac. Et qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou quoi? Non, non, on ne chauffe pas l'appareil. Mais le direct a aussi laissé transparaître les tensions de la société. Nous avons un programme de remplacement, nous allons le passer immédiatement. L'émission se termine. Non, ce qui va se passer, c'est que c'est évident, c'est que la direction va donner l'ordre de couper l'antenne. Ben, si elle coupe l'antenne, moi je me le plante dans le ventre. Le direct est indissociable de grands drames. En 10 ans, depuis le 11 septembre 2001, il est devenu la raison d'être des chaînes d'information en continu. À New York, au cœur de Manhattan, nous allons vous faire revivre 60 ans de direct qui ont marqué nos mémoires de téléspectateurs et l'histoire du petit écran. Car finalement, tous les grands événements depuis un demi-siècle ont été vécus aussi à travers la télévision. Ouais, si vous voulez bien nous suivre. Parce que c'est un vrai direct. À vous, Cognac G. Qu'est-ce que la télévision? À tous ceux qui se posent encore cette question, le cinéma apporte aujourd'hui une réponse. C'est un Français, Barthélemy, pionnier de la télévision, qui perfectionna l'iconoscope. Aux origines, il n'y a que du direct à la télévision, et c'est d'abord une prouesse technique. Jacqueline Joubert, présentatrice à la télévision, vous explique ce fonctionnement. La caméra électronique qui se trouve devant moi est reliée par câble à l'antenne de la Tour Eiffel après passage dans les différents services techniques qui contrôlent l'émission. La Tour Eiffel, de son côté, émet les ondes qui portent mon image jusqu'à votre écran personnel, sorte de laboratoire... Jusqu'au début des années 50, il ne reste que très peu de traces des émissions de télévision. Nous avons retrouvé des photos du premier direct de l'histoire de la télévision. Les voici. Elles datent de 1935. Les artistes dont je vantais à l'avant... Une femme se tient face à un micro. À cette époque, il faut un mur de projecteurs. Il n'existe alors que 6 postes de télévision dans un rayon de 100 km autour de la Tour Eiffel, capables de capter son image. 20 ans plus tard, Béatrice Bréty raconte encore cette expérience avec l'émotion d'un cobaye de la cause cathodique. On m'avait prié de m'asseoir sur une chaise qui avait été très exactement cadrée. On m'avait bien recommandé de ne pas faire des gestes trop véhéments, selon mon habitude, de manière à ne pas déborder du petit écran. Et on avait donné les lumières. Ah, alors là, mon martyre commença. Je peux affirmer que j'ai eu véritablement un avant-goût de l'enfer. J'avais l'impression de fumer, j'avais l'impression que ma cervelle allait se mettre à bouillir et mes yeux me brûlaient au point de rendre illisible le texte qui avait été préparé. Isabelle Véramasson est une historienne de la télévision. Selon elle, plus personne n'a idée aujourd'hui des difficultés que rencontraient les pionniers du petit écran. Dans les années 40, la télévision ne parvient à émettre que 13 heures par semaine. La télévision, de manière générale, au début, a toujours été quelque chose qui tenait de l'exploit. Seul le direct existait, c'est-à-dire que l'électronique n'avait pas encore la possibilité d'enregistrer les programmes qui étaient faits. Les caméras étaient très lourdes, et il fallait éclairer, il fallait pour les déplacer donc avoir tout un système qui était assez différent de celui du cinéma. Donc non, c'était extraordinairement difficile de filmer en direct. Quand les premières bandes qui permettent d'enregistrer les émissions apparaissent, on ne leur fait pas confiance. On préfère continuer en direct. La télévision est une invention nouvelle qui veut captiver les Français. Mais ses moyens techniques sont limités. Aujourd'hui, ces programmes seraient à mourir d'ennui. Dans les années 50, le principal magazine d'information s'appelle En Direct 2. Chaque semaine, il veut faire découvrir d'une manière réaliste les coulisses d'un univers professionnel.
Ce numéro est consacré à la télé elle-même, au studio des Buttes-Chaumont. L'émission commence par un interminable plan séquence. On va jusqu'au bout du couloir. Le générique dure 4 minutes 30. Et pendant ce temps, le téléspectateur des années 50 n'a pas le loisir de zapper. Il n'existe alors qu'une seule chaîne, la RTF, qui n'hésite pas à s'envoyer des fleurs. Nous pouvons, vous pouvez être fiers de cette maison. C'est ici que sont réalisées les grandes émissions dramatiques et de variété, dont Télématch. Et justement, l'heure de Télématch est arrivée. Rassurez-vous, vous n'allez pas en être privé, mais nous voulions vous en montrer les coulisses. Et vous voilà maintenant en pays de connaissance. Enfin, pas pour ce qui est des projecteurs, des caméras, évidemment, mais vous allez bientôt retrouver des personnages et des silhouettes qui hantent vos domiciles. Et voici la régie, Igor Barrère, le réalisateur, le capitaine de ce navire des ondes où nous reviendrons tout à l'heure, qui est à son poste, aux manettes, comme on dit en termes de métier. Dans un instant, la télévision apporte aux téléspectateurs quelque chose de nouveau. Le quotidien des uns devient une source d'émerveillement pour les autres. Le casque, et nous sommes prêts à descendre dans la mine. Pour cet autre numéro d'En Direct 2, Pierre Tchernia part en immersion dans une mine. Un exploit pour l'époque. C'est un univers dangereux, une zone interdite où le public n'a pas accès. Vous avez la gentillesse de nous piloter. Je sais que vous avez eu beaucoup de mal et que la télévision a eu beaucoup de mal. Nous espérons que tout ira bien. Ce que je voudrais vous demander tout de suite, c'est à quelle profondeur nous allons descendre. Descendons à 650 mètres. À l'époque, l'animateur est comme un instituteur qui donne une leçon de choses. Brut que nous extrayons de la fosse et du chantier où nous allons maintenant. C'est cela. Pour Guillaume Soulez, professeur à la Sorbonne, il faut se replonger dans le contexte de la France des années 50. Ces programmes en immersion en temps réel tiennent les premiers téléspectateurs en haleine. C'était aussi que c'était intéressant de voir aussi comment les différents métiers, différentes régions françaises, enfin, c'était beaucoup une télévision de miroir de la société, comment les autres Français vivaient, comment les autres métiers travaillaient, qu'est-ce que c'était la vie d'un mineur, etc. Alors les femmes de mineurs découvraient en quelque sorte la vie de leur mari, par exemple. Bon, c'était des expériences très fortes. Mais parfois, on est tellement fasciné par le direct qu'on oublie le caractère choquant que pourraient avoir certaines de ces immersions. Vous assistez maintenant à une intervention au cours de laquelle on va s'efforcer de rechercher une lésion, une cicatrice cérébrale pour essayer d'en faire l'ablation. En Direct 2 filme cette fois un bloc opératoire. À l'heure du dîner, les Français peuvent découvrir tous les détails d'une trépanation. Il continue à jouer son rôle de cerveau, il ne s'arrête que pour un instant. À l'époque, il n'y aura aucune protestation pour ces images impressionnantes. Pour s'imposer, la télévision doit trouver l'événement qui doit tout changer dans l'utilisation du direct grâce à des prouesses techniques phénoménales. Au début des années 50, on se presse même dans les bistrots pour le regarder dans la petite lucarne. C'est le Tour de France. Christian Quidet en commente les installations. Grâce à la moto-émettrice, la caméra peut aller fouiller au sein des pelotons tous les détails de la course. Cette moto, équipée pour filmer et pour émettre, a été mise au point par les services techniques de l'ORTF après des années de recherche et de tâtonnement. Aujourd'hui, elle est capable de toutes les prouesses techniques grâce à l'hélicoptère qui la survole et qui capte les images pour les acheminer vers les relais au sol. Ainsi, chaque jour, vous pouvez suivre les 15 derniers kilomètres de chaque étape et être de la sorte les plus intimes spectateurs d'une course à qui la télévision arrache tous ses secrets. Un des grands réalisateurs de la télévision de l'époque s'appelle Gilbert Larriaga. Gilbert Larriaga, en tant que réalisateur, vous qui avez fait tant de Tours de France comme chasseur d'images, dans quelles conditions vont travailler vos caméramens? Eh bien, les deux caméramens reporters de Direct vont travailler dans des conditions extrêmement périlleuses, vous vous en doutez, Robert. Aujourd'hui, Gilbert Larriaga, 87 ans, coule une retraite paisible dans la région lyonnaise. Mais il se souvient très bien qu'avec les motos et l'hélicoptère, la télévision changeait d'époque. Car auparavant, sous son prédécesseur, Pierre Sabag, le Tour était bien couvert en direct, mais juste avec quelques caméras fixes.
Il faisait donc les passages en haut d'école, le Tourmalet, l'Aubisque et autant dans les Alpes. Il faisait panoramique gauche-droite, ses caméramens panoramiquaient et il raccordait les caméras, il faisait le passage intégral du Tour de France sans HF, sans moto, c'était tout. Et puis une fois qu'ils étaient sortis du champ, eh bien il rendait l'antenne le malheureux. Avec les nouveaux moyens techniques de Gilbert Lariaga, l'image est fournie sur le vif par les caméras embarquées sur les motos et sur l'hélicoptère. Voici l'hélicoptère. Mais le commentaire en direct reste assuré par un journaliste assis devant ses écrans de contrôle, comme Robert Chapat. Il découvre les images comme un téléspectateur et doit immédiatement les interpréter. Un exercice très difficile, notamment lors d'un des drames en direct les plus tristement célèbres du Tour de France 1967. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Ici le Mont Ventoux avec deux hommes en tête dans cette étape que vous avez déjà reconnus, Giulio Jiménez et Raymond Poulidor, qui précèdent... 13e étape, Marseille-Carpentras, ascension du Mont Ventoux. Dans le peloton, le champion du monde anglais Tom Simpson est à la traîne. Simpson est là derrière, mais c'est Jim Mondi et Il est Pinjon. 7e au classement général, mais le commentateur s'étonne soudain de le voir décrocher progressivement. Il a disparu à l'image. Pas d'autres nouvelles de Tom Simpson. Peut-être pourrions-nous en profiter, Gilbert Lariaga, pour demander à Jacques Rémy de se laisser glisser afin de prendre des nouvelles de Désiré Lotor et de Lucien Aymar. Cette ascension qui, il y a 2 ans, nous avait valu des images extraordinaires. À la surprise générale, le champion anglais Simpson n'est pas dans l'échappée de tête. Tom Simpson a craqué lui aussi, il a dû laisser partir les 4. Le commentateur Robert Chapat est perdu. Il ne le voit plus. Quand brusquement... Tom Simpson a complètement disparu dans cette histoire que... On nous ramène au sommet. L'impression qu'il doit se passer quelque chose. Je pense que le fait que Gilbert Lariaga et Claude Fayard nous ramènent au sommet du Mont Ventoux signifie qu'il y a eu un accident au sommet du Mont Ventoux. De Tom Simpson, nous dit-on, dans la descente, dans les premiers lacets. Robert Chapat, qui découvre les images comme un téléspectateur, cherche désespérément à comprendre ce qu'il se passe. Simpson a abandonné, il a pris place dans l'ambulance. Ah, pauvre Tom, que nous quittons avec regret, car c'est l'une des figures non seulement les plus pittoresques. En réalité, Tom Simpson, dopé aux amphétamines, a été victime d'un malaise cardiaque. Il décédera dans cet hélicoptère. Ces 7 coureurs qui sont regroupés et qui comptent maintenant 1 minute 25 secondes sur Raymond. Le plus émouvant, c'est quand Robert Chapat salue le champion dont il est proche dans la vie. À bientôt, Tommy. Et je n'oublierai jamais le commentaire de Robert Chapat, son ami, ils étaient très liés. Ils se fréquentaient à Paris beaucoup. Et sa voix, il ne peut plus parler, Robert. Hein. Alors, c'était pas le genre. Hein. Il était ému. Jusqu'à la fin de l'étape, Robert Chapat n'aura pas de nouvelles de l'état de santé de Tom Simpson. Mais la course continue. Ce drame en direct entre dans l'histoire de la télévision et de la grande boucle. Le petit écran doit énormément à ces directs sur les routes de France. Il captive les Français tout en permettant de balayer l'ensemble des régions. Le fait de voir le Tour de France en direct, avec les images d'hélicoptères que tout le monde a en tête, et on traverse le village dans lequel a vécu le grand-père. Enfin, oui, il y a des effets là quand même tout d'un coup de partage aussi, collectif, d'expériences nouvelles. Il y a tous ces éléments-là qui font que le direct a un effet d'intensification de l'expérience. C'est dans cette veine de la découverte du terroir français que va naître un des jeux en direct les plus célèbres de la télévision. Interville. Chaque semaine, 2 villes de France s'affrontent dans des épreuves loufoques. La moitié du décor de cette finale aura pour cadre Carcassonne, sa cité, ses remparts. De plus, Carcassonne, monsieur le maire, je dois le dire, n'a pas voulu être en reste avec Dac. Merci Guy. Le jeu est animé par les stars de l'époque. Léon Zitrone, Guy Lux,
et Simone Garnier. Ces cabotins ont le génie du direct. Ils sont capables de transformer le moindre incident en un coup de théâtre. Messieurs, Guy Lux 3 Trop tard, le jeu est parti, Léon. Le jeu est parti, Léon. Tout à l'heure, nous revenons à Dax. Oui. Guy Lux, je vous prie le micro. Monsieur Zidrone vient d'être blessé. Par qui? Par un jet d'un objet, je ne sais pas. Je vous passe de Zidrone. Alors nous Allô, allons... Guy Lux. Guy, Oui. je vous demande infiniment pardon, Guy. Oui. Je n'y vois plus rien, je n'ai rien à l'œil, mais l'on m'a cassé mes lunettes. Par conséquent, nous allons voir comment nous allons faire le tir à la corde. Malheureusement, sans lunettes, je ne peux rien faire, on va essayer d'y parer. Par conséquent, nous allons improviser, mais malheureusement, je n'ai plus tout à fait tous mes moyens. S'il vous plaît, c'est comme Léon, cela, Léon, ce sont les risques du métier. Léon, est-ce que vous m'entendez, Léon? Léon, m'entendez-vous? Léon, ici Carcassonne appelle Dax. Ici Carcassonne appelle Dax. Je voudrais que Léon me réponde. Léon Zitrone, est-ce que tu... Léon Zitrone, répondez-moi ici. Je vous appelle de Carcassonne. Guy Lux, Oui. Guy Lux, monsieur Zitrone est en train de se faire soigner. Oui, j'ai bien compris, mais est-ce que nous pouvons poursuivre l'émission? Est-ce qu'il n'est pas blessé? Non, il n'y a rien. Non, ça n'est pas grave. Ça n'est pas grave. Ça n'est pas grave, Guy Lux, poursuivez l'émission. Oui, Léon. Guy, je vous demande pardon, Guy. Non, il ne faut pas non plus. Je voudrais aussi rassurer les miens qui sont devant leur écran et leur dire que finalement, en dehors du fait qu'on m'a cassé mes lunettes et que je n'y vois rien, tout va bien. Mais c'est Claude Savary qui vraisemblablement va commenter dans un instant le tir à la corde. Merci Léon. En tous les cas, Guy Lux va alors se lancer dans une tirade mémorable pour défendre son ami Léon. D'avoir lieu à Dax, je trouve ça un petit peu extraordinaire dans un jeu qui a pour mission de distraire la France entière, qu'il y ait quelques énergumènes qui prennent mal la victoire ou la défaite de telle ou telle ville. Et de s'en prendre aux animateurs prouve une fois de plus qu'il y a quand même des gens qui ne sont à leur place nulle part. De toute façon, nous sommes rassurés sur le sort de Léon Zitrone. Et avant toute chose, je dois vous le dire, l'amitié parle et j'ai eu un moment d'émotion et j'aurais même stoppé immédiatement Interville, la finale et les résultats n'auraient pas compté si mon grand ami Léon avait eu la moindre blessure. Il est là, il est debout, il pourra certainement présenter le tir à la corde. Nous sommes rassurés, j'espère qu'à Dax, là-bas, la police, à la fois la municipalité et les gens de bonne qualité sauront faire la police pour faire sortir les quelques énergumènes qui se sont ainsi manifestés à l'opprobre de toute la télévision. Et maintenant, nous revenons à notre jeu dans la bonne humeur avec Simone Garnier. Le direct leur permet de devenir de formidables comédiens sous l'œil de Simone Garnier. Aujourd'hui âgée de 82 ans, l'animatrice vedette d'Interville se délecte encore de ce grand numéro d'acteurs. Ce qu'il y a de drôle, évidemment, c'est que Léon pouvait donner une dimension dramatique. C'est une dramaturgie, parce que c'était une petite cacahuète, il avait perdu ses lunettes, quelqu'un d'autre se serait peut-être contenté de ramasser les lunettes ou de dire « je suis un peu handicapé », mais lui a dit tout de suite « je tiens à rassurer ma famille ». Et Guy, évidemment, qui était hilar, et il a sauté sur l'occasion pour dire « eh ben, nous tenons vraiment à prendre des nouvelles de Léon, comme si c'était quelque chose d'extrêmement grave. » Donc il y avait tout. C'est vrai qu'il y avait entre eux cette complicité qui faisait qu'ils allaient jusqu'au bout de la situation. Aux origines de la télévision, le direct qui procure tellement d'émotions fascine. Documentaires, téléfilms, jeux, les Français en raffolent. Même les fictions sont diffusées en direct. On a aujourd'hui du mal à y croire, mais les comédiens jouaient leurs textes sans filet de protection. Oui, j'ai fait vite pour venir de la rue Poussin à la PJ. Ce sont les mystères de la télévision. Mais il y a un type de retransmission qui va dépasser toutes les autres. Ce sont les grands moments d'histoire. Pour la première fois, l'homme de la rue va pouvoir être le témoin en temps réel des plus grands événements mondiaux. Si vous voulez bien nous suivre. C'est un vrai direct. À vous, Cognac G. Ce mardi 2 juin 1953 est marqué d'une pierre blanche dans les mémoires collectives.
Seul 1% des Français possèdent un poste de télévision chez eux. Mais pour l'occasion, les PTT ont installé des téléviseurs au coin des rues, comme ici à Paris. Pour la première fois, la télévision va sortir de France en direct. C'est la fameuse Eurovision, un direct en simultané dans 6 pays. Pour ce premier événement historique, le direct va durer 3 heures. C'est un moment fédérateur. Le couronnement de la reine Élisabeth II. Dans ce décor coloré où les rois d'armes, les écuyers, les chambellans et les pages s'animent comme les personnages d'une tapisserie du Moyen-Âge, commencent les cérémonies qui font d'une souveraine désignée par les lois une reine marquée du signe divin. Un événement suivi en direct par 100 millions de personnes devant leur télévision. Une communion grâce au petit écran. Il y avait le plaisir d'assister à quelque chose qui était loin, qui était important, qui était historique, et on le regardait ensemble. En quelques mois, Élisabeth II va lancer les ventes de téléviseurs en France. Elles vont presque tripler. Le couronnement de la reine d'Angleterre va multiplier les ventes de récepteurs. Là, vraiment, les gens ont envie de s'équiper, alors que c'est un objet très cher. En 52, disons, il y avait à peu près 24 000 récepteurs. Fin 53, il y en avait 60 000. C'est vraiment l'époque où la France s'équipe. Très rapidement, les gens les moins favorisés vont s'équiper, vont s'endetter pour l'acheter. À l'époque, un téléviseur vaut 1 mois et demi de salaire pour un ouvrier. On l'achète à crédit. C'est un article de luxe. Mais pour continuer sa progression dans les foyers, le petit écran doit aller toujours plus loin. En 1962, après l'Eurovision, c'est la première Mondiovision. Des images vont venir en direct des États-Unis grâce à cet objet étrange envoyé dans l'espace. C'est le satellite Telstar, dont les 77 kilos ont été à Cap Canaveral confiés à une fusée Thor Delta. Ce lancement allait ouvrir la voie de la télévision mondiale. Là encore, la télévision célèbre cette incroyable prouesse technique dans un reportage sur les installations nécessaires à la réception de ces images. À la station française de Pleumeur-Bodou, près de Lannion, le radar de détection fouillait le ciel. Le cerveau électronique collationnait les renseignements qui permettaient de situer exactement le satellite. Enfin, les signaux du satellite se laissaient capter, le contact était établi. Dans quelques instants, la première émission de télévision en direct du continent américain vers l'Europe. Et dans moins de 3 heures, ce sera le tour de l'Europe d'envoyer une émission de télévision en direct à destination du continent américain. Voici les toutes premières images reçues en direct du continent américain. Un match de baseball, le sport emblématique aux États-Unis. Mesdames et messieurs, nous venons d'être informés que ce jeu de baseball est vu en même temps en Europe par relais Telstar. La liaison est encore hésitante. Je peux vous assurer ce que les gens applaudissent, le merveilleux résultat technique. Les spectateurs des 2 rives de l'Atlantique se saluent. Sans doute pour la télévision et pour l'Europe, nous vivons en ce moment un moment historique. Peut-être plus encore pour les Américains qui étaient enfermés dans leur continent et qui ne découvrent l'Europe que depuis quelques années. Et le président Kennedy va célébrer l'événement en personne. Relayed by the Telstar communications satellite to viewers across the Atlantic, and this is another indication of the extraordinary world in which we live. Si les Américains sont fiers de cette prouesse technique, c'est parce qu'ils ont une idée derrière la tête. Fournir en Mondiovision le plus grand événement télévisuel en direct de tous les temps, qui va réunir 500 millions de téléspectateurs. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Lorsque l'homme a marché sur la Lune, il y avait évidemment 2 exploits. C'était le fait d'aller sur la Lune et de pouvoir marcher dessus. Et l'autre exploit, c'était de pouvoir communiquer
avec une telle distance, c'est-à-dire à la fois communiquer avec des images et communiquer avec des sons. Et je ne sais pas ce qui a le plus épaté les gens à l'époque, si ce n'est pas effectivement le fait de pouvoir voir les gens marcher sur la ligne en même temps, en direct. Dans la nuit du 21 au 22 juillet 1969, l'événement est prévu pour le prime time de la télé américaine. Mais il tombe en pleine nuit pour les Français qui vont veiller très tard. La retransmission doit commencer à 2 h du matin, heure de Paris. Tout le monde se souvient dans quelles conditions il regardait la télé à ce moment-là. Comme le réalisateur Didier Fraisse ou le journaliste Paul Lefebvre. Mon père m'a emmené devant la vitrine d'un... Parce qu'on n'avait pas la télévision à la maison, m'a emmené devant la vitrine d'un marchand de téléviseurs. Et il y avait un monde, c'était quelque chose de fantastique. Et je me souviens surtout que les gens parlaient énormément entre eux. C'est-à-dire que c'était un vrai moment d'humanité et un vrai moment populaire. Voilà, il se passait vraiment quelque chose. Moi, je l'ai vécu comme tout le monde, avec un œil sur la télé, puis un œil sur la Lune, en disant, mais attends... Puis en plus, elle était belle ce soir-là, la Lune. On avait l'impression de les voir. C'était drôle, les petits machins. Cette nuit-là, pour la sortie des astronautes sur la Lune, l'émission en direct du sol lunaire doit durer 4 heures, une éternité. La pression est énorme. Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous. Chaque pays a choisi son commentateur. Celui qui décrira l'événement depuis Paris, cela sera Michel Enfrol, 34 ans, le journaliste scientifique de l'ORTF. Quelques petites interruptions, quelques sautes dans l'image, ce qui est assez inhabituel, car lors des dernières expériences Apollo... La fusée a décollé 4 jours plus tôt. Depuis, Michel Enfrol est réquisitionné, prêt à sauter sur l'antenne en direct. Il reste en liaison permanente avec la NASA. Ils ont donné tout à l'heure quelques explications. Ils ont expliqué notamment pourquoi ils... 44 ans plus tard, Michel Enfrol en garde un souvenir intact. Il a depuis été correspondant aux États-Unis, mais il restera à jamais l'homme qui a commenté les premiers pas sur la Lune. Si j'entendais le son de la NASA dans les conversations, qu'il se passait quelque chose d'intéressant, immédiatement je prévenais la régie et on pouvait passer à l'antenne à n'importe quel moment. C'est en quelque sorte un direct qui a duré 1 semaine et nous passions pratiquement toute la semaine au bureau, parfois en dormant dans le bureau, les pieds sur la table. Si on avait 4 ou 5 heures, à ce moment-là, je rentrais chez moi, ne serait-ce que pour prendre une douche. Et la caméra. À 2 h 30 du matin, depuis le centre de la NASA à Houston, les premières images arrivent. Armstrong vient de procéder à la dernière vérification du circuit télévisé. Voilà. Mais c'est une vraie déception. L'image est à l'envers. On demande à Armstrong Retournement de la l'image. position de la caméra. Retournement de l'image. Voilà le pied d'Armstrong, au centre et en bas de votre écran. La qualité de l'image laisse à désirer. Tout est si sombre qu'on ne voit presque rien. La sortie du lemme, c'est le début de l'échelle. À l'époque, Gilbert Lariaga est un des grands réalisateurs de la maison. Le réflexe de tous les professionnels a été le suivant, que c'est mauvais. Non pas comme retransmission, c'était remarquable, mais il n'y avait pas de cadrage, c'était n'importe quoi. Vous savez pourquoi? Ces garçons-là, les grands cosmonautes, là, ils sont merveilleux pour leur métier, mais ils se foutaient pas mal du cadrage artistique de ce qu'ils étaient en train de faire. Imaginez qu'ils mettaient les pieds sur la Lune. Bon, on ne peut pas dire ça aux gens, ils vont se dire ce qu'il est prétentieux, celui-là. En réalité, s'il n'y a pas de cadrage, c'est parce que la caméra est fixée sur un des pieds de la navette lunaire. Le son aussi est épouvantable. Armstrong parle dans son casque, mais ses paroles sont si peu audibles que Michel Enfrol, en plateau, ne saisit pas la phrase culte de l'astronaute. Aucune remarque. Ce moment historique échappe totalement aux commentateurs. Je tâte le sol du bout de l'orteil, dit Armstrong. Le sol est très ferme. Ah, on était excités. Et puis alors, non mais lorsque, à tel point que lorsque
lorsque Armstrong met le pied par terre pour la première fois, par terre, par lune, devrais-je dire, on n'a même pas entendu ce qu'il dit, parce qu'on était tous là en train de parler, Jean-Pierre Chapelle, moi-même, on était commenté et trucs, et c'est finalement Jacques Salbert qui était aux États-Unis et qui nous dit « Ah vous avez entendu ce que vient de dire Armstrong, c'est un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité ». On ne l'avait même pas entendu, ça, nous, à Paris, dans le studio, on n'avait même pas entendu ce que Armstrong venait de dire. Heureusement, au bout d'une heure de direct, des images d'une meilleure qualité lui parviennent. Il doit y avoir maintenant déplacement de la caméra de télévision pour sa mise en place à une dizaine de mètres. En quelques pas, je peux m'arrêter très facilement. Changement de direction. Comme un joueur de football. C'est le direct le plus incroyable de l'histoire de la télévision. C'est un extraordinaire ballet. Un extraordinaire document. Et quand je pense que quelques sauts de kangourou. Quand je pense que toute la cuirasse qu'ils ont sur le dos pèserait 83 kilos sur la surface terrestre. Les Français ont passé la nuit devant le petit écran. Le journal télévisé consacre même un reportage sur leur réaction dans les rues de Bordeaux. Mesdames, que pensez-vous de l'expérience Apollo 11? C'est une splendeur, magnifique. C'est la plus belle expérience de notre temps. Oui, on trouve que c'est extraordinaire. Et mon mari désirerait vraiment y aller, hein, parmi, c'est vrai. Et le mien alors? C'est inimaginable, hein? C'était une chose qu'on n'aurait jamais cru si quelqu'un avait dit qu'on allait aller dans la Lune. Il faut être courageux pour aller là-haut, il ne faut pas avoir peur. Surtout un chanteur, il n'y a rien du tout. Sans chanteur, on ne pourra rien trouver là-haut. Le réveil du 22 juillet a quelque chose d'irréel. Et Michel Enfrol, en sortant des studios de l'ORTF, va en faire les frais. Une fois le direct terminé, après avoir, je sais pas, passé 12 heures en studio, je descends dans le café le plus proche des studios de Cognac-G, prendre justement un café, voire un croissant, parce que pour ne pas m'endormir, je mangeais très peu. Alors j'étais là au comptoir de ce café, et puis il y avait un type que je voyais souvent dans ce même café, et puis qui me regarde et qui dit « Vous en avez pas marre de raconter toutes ces conneries, vous savez bien que c'est fait à Hollywood, tout ça, c'est pas de la réalité. » Alors, que voulez-vous faire dans ces cas-là? Vous voyez, comme quoi même le direct, parfois on n'arrive même pas à le faire croire aux téléspectateurs. Depuis, la télévision a consacré des milliers d'heures de direct aux grands événements historiques. Mariage princier, enterrement, défilé. À chaque fois, il faut un journaliste pour assurer le commentaire. Tous sont confrontés à la même angoisse. Seront-ils à la hauteur de l'événement historique qu'ils doivent accompagner? Parmi ceux qui ont commenté des heures de direct, il y a Paul Lefebvre. En 1987, il est désigné par Antenne 2 pour commenter un événement majeur. L'ouverture à Lyon du procès du nazi Klaus Barbie, accusé de crimes contre l'humanité. De toute sa carrière de journaliste, Paul Lefebvre n'a jamais relevé un tel défi. Il s'est préparé, mais il redoute ses émotions. Car le direct ne pardonne pas. J'ai le trac, mais alors un trac viscéral. Et je savais qu'il fallait dire, qu'il fallait donner un texte simple, propre, net. C'est pas un direct habituel, c'est un direct entre guillemets historique. Au moment où je parle de tout ça, je savais déjà qu'on serait dans les archives et que ça serait rediffusé jusqu'à la fin des temps. J'en sais rien, mais enfin, je veux dire, ce document-là, l'arrivée de Barbie. Les historiens auront besoin de cette image-là pour expliquer un moment d'histoire. Bon. Donc on savait que ça serait comme ça. Ça nous coinçait quand même un peu. Hein. Bon, d'ordinaire, les caméras sont interdites dans les tribunaux. Elles ont été exceptionnellement autorisées pour retransmettre en direct l'ouverture du procès. Madame, monsieur, bonjour. Le jour J arrive. Le 11 mai 1987, Paul Lefebvre prend l'antenne pour 1 heure. 43 ans après son départ dans le dernier train, le 30 août 1944, Klaus Barbie redevient l'homme que tous les Lyonnais regardent. L'audience va commencer dans quelques instants. Elle a pris évidemment un peu de retard, comme toutes les manifestations de ce poids et de cette importance.
Les photographes et les caméramens agissent encore pour filmer les parties civiles et l'arrivée de Maître Vergès, le défenseur de Klaus Barbie. Il y a toute la presse mondiale réunie dans cette salle pour juger un dossier qui dépasse de loin le cadre général ordinaire de ce qui se juge dans la cour d'assises de Lyon. L'audience est ouverte. Je demande au service d'ordre d'introduire l'accusé, s'il vous plaît. Voici procédé de ses gardes, Klaus Barbie. C'est la première fois que les téléspectateurs découvrent son image. Quand on a vu arriver ce vieillard, on voit bien d'ailleurs, quand on a vu arriver le vieillard, tous on avait dans la tête la photo de l'officier SS. Orgueilleux, cruel, machin. Et on voit arriver un débris humain, quoi, au fond, débris humain, avec chauve, avec, bon. Entre guillemets, on était un peu déçus. On aurait voulu avoir un type qui assumait, etc. Et lui, c'était une locumène, quoi. Mais Paul Lefebvre ne laisse rien percevoir. La tension dans la salle est extrême. Vergès est venu le voir. Il faisait régner la terreur. Aujourd'hui, la justice lui demande des comptes. Monsieur Cargeman Caillou. Progressivement, Paul Lefebvre va s'effacer. Il laisse le procès retransmis en direct, presque sans commentaire. Il a conscience de l'émotion. Barbie affronte ses victimes pour la première fois. Dans le cas présent, le direct était très difficile. Parce que il fallait qu'on se taise, d'ailleurs. Au fond, c'était ça. Hein. Il fallait qu'on se taise parce qu'il y avait tellement de choses qui étaient dites là, et notre blabla dessus. Mais je me souviens, je faisais ça avec Ladislas de Hoyos, c'était sur la une, et on se concertait tous les deux, on disait, on laisse aller, et puis c'est tout, quoi. Selon Isabelle Véramasson, pour les tragédies comme pour les très grandes joies, les directeurs de chaînes de télévision choisissent de les diffuser en direct, car ils veulent leur donner un impact supplémentaire. Quand on regarde la télévision, on n'est pas sensible également à toutes les émissions, au niveau de la réception. Et je crois que le direct donne une densité qui fait que les événements, que ce que vous avez vu en direct, va vous marquer de manière autre qu'une émission qui est enregistrée ou qui revient toutes les semaines, etc. Pourtant, à partir des années 80, les patrons de chaînes de télévision vont commencer à se méfier du direct. Si toutes les chaînes se disputent la primeur des grands événements planétaires, le direct présente des risques impossibles à maîtriser. Car pour des raisons drôles ou graves, en direct, tout peut déraper. Pas de programme, du moins pas encore, même si... Si vous voulez bien nous suivre... L'émission se termine. Nous avons été séparés quelques instants. Eh bien, voici un auteur-compositeur que vous aimez tous beaucoup. Le premier risque du direct, et le plus savoureux, c'est le ridicule. Des pépites qui restent dans les zappings comme des grands moments de comique involontaire. Pour la première fois à la télévision, cette chanson, voici Michel Delpech. Playback perturbé. La lumière revient déjà et le film est terminé. Je réveille mon voisin, il dort comme un nouveau-né. Eh bien, je crois qu'il y a... Il y a une petite erreur de nos amis du son. On va leur demander maintenant de préparer la bande que Michel Delpech doit chanter, qui est une nouvelle chanson. Dans cette autre pépite, voici le chanteur Ringo, aux prises avec des manifestants. Si tu veux m'arracher la terre qui m'a vu naître, je ne me battrai pas, prends-la, elle est à toi. Eh bien, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait de l'animation dans l'émission. Cela arrive de temps en temps, il y en a qui confondent émission de variété et revendication. La pauvre chanteuse Sabrina n'est pas encore montée sur scène que le playback a déjà démarré. La bimbo italienne pique une colère mémorable.
Elle va même en jeter son micro. Monsieur Chirac, vous êtes avec Micro qu'on croit coupé. Mais j'ai l'impression qu'il n'entend pas. Monsieur Chirac. Et qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou pas? Non, non, on ne chauffe pas l'appareil. Tiens, c'est bien, on a un langage en direct et un langage dès que c'est hors caméra. Monsieur Chirac. Les résultats du deuxième tour des élections législatives ne sont évidemment pas une surprise. Non, je ne peux pas le dire. Invité délirant. En compagnie de Rémi Roche, demain à 7h50. En direct, impossible d'arrêter les provocations d'un invité comme Michel Serrault. Son dernier livre, Les peurs françaises, après le Paris-Dakar et le journal des courses, la météo de Nathalie Riouet. Elle va être contente d'avoir deux beaux amis dans ce journal. Nathalie qui vous parlera d'un sérieux renforcement des vins dans le quart nord-ouest du pays. À demain 20h. Merci beaucoup. Bonsoir. Provocation inattendue. La Cicciolina profite aussi du direct pour ses exhibitions dénudées. Célèbre tarte à la crème. Ok, bon, très bien. Très bien, très bien. Voilà, la preuve que c'est un vrai direct. Et enfin, il y a les fameux lapsus. Voilà, après Winnie l'ourson, nous allons retrouver... L'ourson, pardon. Ça, c'est un lapsus révélateur. Nous allons retrouver Jean-Daniel le docteur. Dont, je le précise, le mari n'est pas loin. Le mari, c'est Guy. Et je veux parler du couple parce qu'ils font l'amour à deux. L'amour. Non, mesdames et messieurs, c'est... La cuisine. Ça, c'est nouveau, on fait l'amour à deux maintenant? C'est l'amour à deux. Je ne savais pas. Alors, vous avez un numéro de téléphone 3615 God FR3. God FR3. L'ensemble de ces canaux... Mais le vrai risque du direct, c'est la défaillance technique. Un cafouillage parmi tant d'autres est resté dans les annales de la télévision française. Pour une raison toute simple, il implique le plus haut personnage de l'État. Au réveillon 1982, le nouveau président de la République veut innover. François Mitterrand veut être interviewé en direct depuis sa maison de campagne à Latché, un petit village des Landes. 4 journalistes doivent le questionner dans un vaste salon au style rustique de Bergerie. Sur le papier, tout paraît simple. Sur le papier seulement. Samedi 1er janvier 1983, le présentateur du journal télévisé prend l'antenne à 12h30. Le direct avec le président de la République est prévu 15 minutes plus tard. Bonjour à tous et bonne année. Décidément, nous n'avons pas de chance pour ce premier antenne de midi de l'année 83. D'abord, nous avons commencé un petit peu en retard et ensuite, vous savez que nous avions un grand rendez-vous, c'est celui de Latché. Nous l'avons toujours d'ailleurs, mais paradoxe du temps et contrainte de la technique, autant nous sommes capables de faire des directs depuis la Chine et d'aller très loin. Eh bien, de Latché, aujourd'hui, nous avons des problèmes parce qu'il y a beaucoup de brouillard et que nous n'arriverons pas pour le moment à établir la liaison. Noël Mamère, aujourd'hui devenu député, garde un souvenir cuisant de ce journal. Quand il prend l'antenne, il sait déjà que ce n'est pas le brouillard qui pose problème, mais une grue qui doit envoyer le signal du direct vers Paris. Son rédacteur en chef, Jacques Toulouse, vient de l'en informer. J'arrivais en général très peu de temps avant le générique, et Jacques me dit « La grue n'est toujours pas là ». Bon, il me dit tu commences, je commence. Et puis mais j'épuise mes news. Et puis il n'y avait toujours pas de grue. Donc il me dit, il n'y avait pas d'oreillette à l'époque. Donc il me dit, bah, fait que tu combles l'antenne. Nous devrions retrouver d'ici 13h à peu près, Pierre Lescure et toute l'équipe qui doit interviewer le président de la République
Tout le monde s'affaire donc sur le terrain pour essayer de rétablir les relais qui nous manquent aujourd'hui pour pouvoir avoir cette liaison avec l'Atché. Donc la technique me tient au courant. Nous allons les minutes défilent. Pendant ce temps-là, à l'Atché, face à François Mitterrand, les 4 journalistes sont dans leurs petits souliers. Le président de la République hier soir aux Français. Parmi eux, ici à droite, Hervé Chabalier, rédacteur en chef du journal d'Antenne 2. Aujourd'hui âgé de 69 ans, Hervé Chabalier a créé l'agence de presse CAPA. Mais à l'époque, face au président de la République, il n'en menait pas large. On était assis tous les 4 là, on se regardait. Alors, Mitterrand disait de temps en temps, mais pas, il était pas lourd, hein, pas lourd. Il dit alors on commence quand? Monsieur le Président, quand on aura le signal. Et puis au bout de, c'était assez violent hein, pour nous quand même. Et alors, on voyait, on avait quand même un retour d'antenne. Et on voyait ce pauvre Noël Mamère, qui était le présentateur du journal d'Antenne 2 de midi. Et j'ai improvisé. J'ai essayé de tenir. Voilà, on est parti à l'aventure avec Isabelle, qui était sur ce cheval, la fille de Pierrette Bresse. Le président de la République, je ne crois pas savoir qu'il pratique l'équitation, mais ce que je sais, c'est qu'il a des Baudets du Poitou. Nous étions dans la région du Poitou pour ces randonnées équestres. Et le président de la République est même président d'une association qui, je crois savoir, s'appelle l'ADADA. C'est pour défendre les ânes en voie de disparition. Tout cela pour vous dire que, désespérément, nous attendons d'avoir la liaison avec l'Atché, où se trouvent les représentants de notre rédaction et toutes nos équipes techniques, mais nous n'arrivons pas à faire cette liaison, faute d'un camion qui n'est pas arrivé à cause du brouillard. Il est 1h15, 13h15, et les Baudets du Poitou sont dans leur gazon et certainement loin de savoir que nous avons des problèmes de liaison. Il est 13h20, décidément je regarde beaucoup ma montre durant cette émission, parce qu'il est à ma petite montre 13h27. J'avais une montre à gousset, donc je m'amusais à regarder l'heure et à le dire de temps en temps en montrant mon truc, en montrant ma montre à gousset. Il est telle heure, nous allons bientôt rejoindre l'équipe Pierre Lescure et la rédaction. 13h20, la grue n'est toujours pas arrivée. À l'Atché, Hervé Chabalier a honte. L'ambiance devient glaciale. Au bout d'un moment, Mitterrand a dit « Bon, trop tard, ça vaut plus le coup ». Il a dit « Oui, Monsieur le Président, vous avez raison, ça vaut plus le coup ». Et on est très désolé, on ne peut même pas dire désolé, qu'on était pétrifiés. Pétrifiés, c'est énorme comme truc, énorme. Et Mitterrand nous dit, à ce moment-là, alors qu'on était comme des carpettes, enfin pas laminés. Il dit, on le fera demain. On le fera demain. 13h27, la grue arrive enfin à l'Atché. Trop tard. Eh bien, nous avons eu raison de ne pas désespérer, parce qu'il est à ma petite montre 13h27. Et 13h27, nous rejoignons Pierre Lescure à l'Atché, qui va nous expliquer ce qui s'est passé et ce que l'on va décider de faire. Pierre Lescure, nous vous écoutons. Noël Mamère, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. Effectivement, nous avons joué de malchance. Le brouillard n'a pas voulu mettre du sien en ce 1er janvier 83. Et si, comme moi, vous avez quelques notions de géographie, vous savez que les Landes sont un pays relativement plat, mais il y a tout de même des cuvettes. Et la propriété familiale du président de la République, à l'Atché, se trouve effectivement dans une cuvette, en tout cas dans un terrain suffisamment mouvementé pour nécessiter, pour la pose des relais de télévision, une grue de 43 mètres. Cette grue était en route vers nous, et puis elle a été bloquée par le brouillard. C'était pas ça l'histoire. L'histoire, c'est qu'on n'avait pas la grue qu'il fallait, mais bon. Mais il a été génial, Lescure. Et Mitterrand me regardait en souriant, est allé voir Lescure, il lui a dit, vous êtes très bon. Vous êtes très, très bon. À 13h30, voici la seule image de François Mitterrand, figée et très furtive, que verront les téléspectateurs. Le direct a été totalement raté. Et voilà, ben là je soufflais. Hein. Pendant ces 40 minutes, j'ai plané. Voilà, j'ai pas traqué. C'est là où le direct peut être extrêmement dangereux. Vous pouvez complètement paniquer. Le soir même, dans l'émission Champs-Élysées, l'humoriste Guy Bedos ne pouvait pas manquer une si belle occasion. Tout va bien, vous êtes déjà à l'image, nous sommes à l'image. Oui, et ça c'est déjà une surprise. Hein. C'est beaucoup mieux que Mitterrand ce matin au journal télévisé, parce que là,
Il y a une grue qui est égarée, à ce qu'il paraît. Elle cherche encore. Il paraît qu'il habite dans une cuvette, oui. on m'a dit. Latché dans une cuvette. Il faudrait qu'il déménage, je sais pas. Le Puy-de-Dôme, Chamalières, peut-être, je sais pas. Chamalières, c'est l'adresse de Valéry Giscard d'Estaing, le prédécesseur de François Mitterrand. Guy, il faut rappeler, puisque nous sommes en Antenne 2, que le rendez-vous avec le chef de l'État est remis demain. Oui, on lui redonne une chance. La France entière est prise d'un éclat de rire. Le fiasco devient un événement. Ça a été la une du journal du dimanche et de tous les journaux de province de leur édition du dimanche. Même ceux qui ne s'en étaient pas aperçus à la télévision. Tout le monde ne regardait pas la télévision, même si beaucoup de gens la regardaient. Évidemment que c'est excellent pour la prochaine. Tout le monde va venir voir si on arrive à diffuser ou pas. Dimanche 2 janvier 1983. Tout le monde se demande comment va réagir le président de la République. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes cette fois en direct de Latch, la propriété familiale du président de la République. Monsieur le Président, bonjour. Avec moi, Albert Duroy, Paul Amar, Hervé Chabalier, et puis, si j'ose dire, avec nous aussi cette grue que vous connaissez puisqu'elle est devant chez vous depuis hier, mais que nous montrons ici quelques secondes pour ceux qui nous regardent, pour que nul n'en ignore, si j'ose dire. Merci en tout cas d'avoir accepté avec compréhension cet incident, vous le savez, indépendant de notre volonté. Merci aussi d'avoir accepté cette nouvelle invitation. François Mitterrand va à peine faire une allusion au direct raté. C'est une chance, puisque je pouvais encore aujourd'hui reprendre l'émission manquée d'hier. Il n'en dira pas plus. Mais François Mitterrand demande à son cabinet de diligenter une enquête auprès de la société française de production chargée de fournir la grue. La vengeance est un plat qui se mange froid. La fin du XVIIIe siècle. Voilà, donc 8 jours plus tard ou 15 jours plus tard, le patron de la SFP est viré. Donc vous voyez que la quiétude du président de la République n'était qu'une apparence. Latché devient alors synonyme d'un terrible échec télévisuel. Mais il y a encore plus gênant. L'élément le plus difficile à contrôler, c'est le public. Les risques de débordement sur les plateaux télé donnent des sueurs froides aux patrons de chaîne. En 1981, à 3 mois de l'élection présidentielle, Antenne 2 décide d'organiser au Palace, la boîte de nuit mythique de l'époque, une émission de libre expression pour la jeunesse. Audition publique. Un concept original. Salut, bonsoir à tous. Et oui, c'est au Palace que nous avons choisi d'organiser ce soir ce débat, cette confrontation entre 33 jeunes et 7 personnalités, faut-il dire. Les jeunes doivent interpeller 7 personnalités, Bernard Kouchner, Julien Clerc ou encore François Dalle, le PDG de L'Oréal. Ce sont les journalistes Louis Berriot à gauche et Robert Namias à droite qui animent l'émission. Robert Namias deviendra des années plus tard le directeur de l'information de TF1. En 1981, simple journaliste, il est conscient du contexte explosif de la vie politique française. On voyait bien et on sentait bien que l'élection allait être très décisive et marquer un tournant, quoi qu'il arrive. Que Giscard a été réélu ou que Mitterrand le soit, de toute façon, 81 c'était une césure et c'était un tournant. Bon. Avec nous ce soir, ils sont 33, vous les découvrez. 33 jeunes de 17 à 25 ans, des milieux les plus divers. Ce que Robert Namias ignore en débutant l'émission, c'est que le public est en fait largement constitué de militants de la CGT qui veulent s'exprimer. Des ouvriers, bien sûr. Un des jeunes, François, va mettre le feu aux poudres en interpellant le PDG de L'Oréal. Vous êtes quand même quelqu'un qui est responsable de ce chômage. Je sais, moi, que dans votre entreprise, vous faites 333 millions de francs de bénéfices, soit 33 milliards d'anciens francs, ce qui fait quand même 11 000 années. Et je sais quand même. Je voulais convenablement jusqu'à la fin que s'il y a un minimum de calme, certes, on peut de temps en temps manifester quelque chose, s'il y a un minimum de calme, sans ça, vous n'entendrez rien, vous n'entendrez même pas François parler, alors. D'autant plus. Le problème, il est de savoir si vous voulez qu'un échange et qu'un dialogue s'établisse, ou si vous préférez que ça soit comme vous le souhaitez, c'est-à-dire un petit peu pagailleux.
On sent monter quand même des mots qu'on ne comprend pas très bien, et une espèce de mouvement comme ça qui prend forme, avec tout d'un coup des banderoles qui se développent dans les gradins, et qu'on ne voit pas d'ailleurs vraiment à la caméra, des banderoles qui se développent, et puis une manifestation qui devient de plus en plus forte. Les animateurs comprennent qu'ils ont été trompés. Les membres de la CGT sont entrés dans le public avec de faux cartons d'invitation. Bon, alors... Ok, ça mérite une explication. Ça mérite une explication. Il était convenu à l'avance que c'était une émission dans laquelle nous invitions un certain nombre de personnalités qui n'étaient pas des représentants des formations politiques. Bon. Laissez-moi finir, laissez-moi finir. Je vous donnerai la parole tout de suite, mais laissez-moi finir. Si. Écoutez. Je représente la CGT qui est la plus grande organisation syndicale de France. Ouais. Et je voudrais pouvoir dire un certain nombre de choses. Vous les direz. Vous les direz tout à l'heure. Laissez-moi finir. Progressivement, la situation devient incontrôlable. Les journalistes hésitent à leur donner la parole. Écoutez, non, mais il faut une chose certaine. Non, mais je voudrais bien savoir ce que pensent vos camarades de tout ça, vous comprenez, parce que je suis désolé, mais la liberté d'expression, en l'occurrence, elle est de laisser parler tous ces gens qui sont là. Bon. Au bout de 7 minutes de manifestation, Robert Namias reçoit un coup de téléphone. En ligne, son supérieur, Jean-Pierre Elkabbach, lui donne l'ordre d'interrompre l'émission en direct. Honnêtement, sincèrement, moi je me sentais tout à fait capable, professionnellement, de maîtriser ce qui était en train de se passer. Et pour le maîtriser, c'était pas compliqué. Il fallait donner la parole aux manifestants. Et oui, il fallait donner la parole aux manifestants. Alors certes, on pouvait décréter que puisqu'ils avaient envahi ce plateau, on ne leur donnait pas la parole. Aujourd'hui, on la leur donnerait d'ailleurs, et à juste titre. Mais les animateurs obéissent à leur patron. L'émission censée durer 1h30 est coupée au bout de 20 minutes. Silence! Écoutez, non, laissez-moi parler, je vais vous dire une chose. Nous avons un programme de remplacement, nous allons le passer immédiatement. L'émission se termine. Non, monsieur. Jusqu'à plus ample informé, ce sont les journalistes qui font les émissions et pas la CGT. Le générique de fin démarre. Et voici la suite des images que les téléspectateurs ne voient pas à ce moment-là. Le directeur de l'information, Jean-Pierre Elkabbach, vient en personne faire la leçon aux militants qui ont gâché le direct. Vous venez de montrer à des millions de Français en direct ce que vous êtes. Nous avons une certaine conception de la liberté d'expression. Non seulement vous ne voulez pas vous expliquer ou laisser vos camarades de votre âge s'exprimer à l'antenne librement et en direct, mais les jeunes qui sont venus de toute la France pour s'exprimer devant des millions de Français, exprimer leurs angoisses, leurs problèmes, vous les avez empêchés ce soir de s'exprimer. À l'antenne, 1 heure plus tard, Elkabbach s'adresse cette fois aux téléspectateurs. Bonsoir. Vous avez sans doute vécu un début de soirée mouvementé et une soirée inachevée. Nous vous devons des explications. Je vous dois, en tant que responsable de l'information sur cette chaîne d'Antenne 2, des explications. Il s'est passé, en effet, un événement grave ce soir, sous vos yeux, un événement dont chacun prendra librement la mesure. Nous avons décidé d'arrêter purement et simplement cette émission qui ne pouvait pas se dérouler dans ce climat de violence et cette forme de pression. Nous avons effectivement, nous l'avons dit beaucoup ce soir, une certaine conception de la liberté d'expression et d'information qui ne s'accommode d'aucun trucage, mais aussi d'aucune forme de menace, de chantage ou de pression. Derrière toutes ces bonnes raisons, parfaitement acceptables, il y avait encore une fois la peur quand même de ce que pourrait dire le pouvoir qui était en campagne électorale,
alors même que moi je pensais que ça aurait été un événement d'actualité majeur et très important, précisément pour la campagne électorale. Je pense que c'est une erreur qu'on ne referait pas aujourd'hui, parce que je pense qu'aujourd'hui on a une plus grande maîtrise, beaucoup plus grande maîtrise du direct qu'on ne l'avait à l'époque. Et ce genre d'interruption va se répéter plusieurs fois, même sur le plateau du journal télévisé de Patrick Poivre d'Arvor. L'ouverture du salon du Bourget aux professionnels et demain 50 étudiants qui, depuis le début de ce journal, l'envahissent. Comme nous n'avons pas l'habitude de céder à quelques pressions que ce soit, nous sommes obligés de terminer l'antenne avec un petit peu plus d'avance. Voilà. Voilà, tout c'est à demain. À 20... La plus terrible irruption sur un plateau date de 1992. Bernard Pivot va devoir affronter un déséquilibré pendant Bouillon de culture. Je suis étudiant, je viens parler du mouvement étudiant, puisque la télévision n'a pas eu... écoutez, je suis désolé, mais excusez-moi, mais c'est pas très poli d'interrompre. C'est pas très poli d'interrompre. Désolé aussi, parce que la télévision n'a pas... Un vigile tente de le maîtriser. Pour parler du problème étudiant, je me tranche la gorge si jamais vous approchez. Vous comprenez? Je suis venu parler du problème étudiant. Dans une démocratie, un citoyen étudiant a le droit de parler de son problème. Oui. Vous comprenez? Je suis désolé. Bon, alors écoutez, allez-y, parlez. Je vous donne 2 minutes, parlez 2 minutes. Non, et puis... je vais parler, je vais dire ce que j'ai à dire. Si Volontairement, le réalisateur reste en plan large pour ne pas montrer tout de suite que l'homme tient un couteau serré contre sa gorge. En direct. Oui. Je suis vraiment désolé d'interrompre votre émission. Bah, oui. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Alors je vais dire ce que j'ai à dire sur les histoires étudiantes. Non, mais quelles histoires étudiantes? Vous ne savez pas qu'il y a un projet Jospin? Ah ben oui, mais il y a des projets de ministre de l'Éducation nationale, il y en a plein tout le temps. Oui, mais on n'en parle pas à la télévision, on attend des statistiques. Cela dure 6 minutes. L'intrus menace de se suicider en direct. Bon, ce qui va se passer, c'est que c'est évident, c'est que la direction va donner l'ordre de couper l'antenne. Ben, si elle coupe l'antenne, moi je me le plante dans le ventre. Non, faites pas ça, écoutez. Prenez le risque et vous allez voir. Mais non, mais faites pas ça. Prenez le risque et vous allez voir. Je dis à la direction, à M. Bourges, c'est pas pour rien que j'ai amené ça. Cette violence, ce sera contre moi et c'est vous qui l'exercerez, médias, en me censurant. Non, mais la vie est trop précieuse. La vie n'est précieuse que si on la laisse s'exprimer en liberté et librement. Je suis désolé de cette intrusion, mais des fois la réalité rejoint la fiction. Non, mais je veux dire, bon, écoutez, je vous donne 3 minutes et puis vous expliquez. Je prendrai le temps que j'aurai. Non, là vous n'êtes pas honnête. Alors là, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. L'honnêteté à la télévision, j'en vois pas beaucoup ces temps-ci, vous comprenez? Vous avez perdu 18 points de crédibilité en 4 ans au niveau des journalistes à la télévision. C'est dans le monde diplomatique. 3 minutes de propos incohérents. Et l'homme partira comme il est venu. Il ne sera pas arrêté, ni poursuivi en justice. Merci. Alors, je pense qu'on est toujours à l'antenne, oui, j'espère. Alors, professeur, oui, qu'est-ce qui vous a... Excusez-moi, je suis désolé, mais c'est vraiment indépendant de ma volonté, je vais vous le dire, et je suis désolé de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui vous a fait choisir, quand vous étiez étudiant en médecine, l'ophtalmologie, les yeux? Dans un calme olympien, Bernard Pivot parvient à reprendre naturellement le cours de son émission, comme si rien ne s'était passé. Depuis cette époque, l'accès au plateau de télévision a été très renforcé, surtout les soirs de direct. Ces prises d'antennes sauvages n'existent presque plus. Néanmoins, avec ces dérapages, le direct prend une dimension dramatique. Alors qu'il présentait de plus en plus un danger lors des émissions de plateau, il va progressivement se tourner vers des événements imprévus dont la télévision va savoir jouer. Si vous voulez bien nous suivre, flash spécial. Le conte de fées a tourné au drame. En 1991, le direct entre dans une ère nouvelle. Bonsoir à tous, c'est en direct de Riyad, capitale de l'Arabie Saoudite, que TF1 a décidé de vous présenter ce journal. À l'instant, vient d'avoir lieu une alerte. Nous avons vu le Scud arriver sur Riyad. À partir de la guerre du Golfe, le direct se concentre sur les événements imprévisibles qui font l'information. La télévision française rêve d'imiter une chaîne américaine qui a fait du direct sa marque de fabrique. Oui, on me dit que nous avons les images de CNN. Les CNN, je vous le disais tout à l'heure, là, l'équipe américaine qui reste acceptée, la seule tolérée à Bagdad. Voici ce que reçoivent en ce moment même les téléspectateurs américains.
Des dizaines d'envoyés spéciaux français partent pour Riyad pour assurer les directs. Mais les journalistes n'ont pas le droit de sortir de leur hôtel. Ils vivent avec un masque à gaz au rythme des alertes. Ils se livrent alors à toutes sortes de directs, parfois un peu fantaisistes. Certains en profitent même pour continuer à travailler. Mais derrière les masques, l'appréhension, l'angoisse, la peur de l'arme chimique. L'équipe de TF1 continue à vous informer en direct. Vous parlez avec le masque à gaz, donc c'est un peu compliqué. Donc alerte en ce moment sur Riyad. Dans notre hôtel, on court aux abris. Selon l'historienne Isabelle Véramasson, c'est un moment décisif dans la généralisation du direct d'information. Le grand moment du direct, ça a été évidemment la première guerre du Golfe. La seule chose qui a été en direct pendant la guerre du Golfe, c'était le pauvre journaliste qui était dans son hôtel, ou au mieux sur le toit de son hôtel, et qui essayait de montrer en direct qu'il se passait quelque chose auquel il n'avait pas accès lui-même. Donc c'était une farce. Mais le direct a participé à cette farce. Pourtant, l'audience est au rendez-vous. Et désormais, la priorité sera donnée au direct d'information, que le drame se déroule au bout du monde ou en France. Jeudi 13 mai 1993, toutes les équipes de télévision convergent vers cette école maternelle de Neuilly-sur-Seine. Un forcené, surnommé Human Bomb, retient en otage une classe d'enfants. Pendant 48 heures, aucune information ne filtre. Pourtant, la télé a décidé de tout couvrir en direct. Il va falloir tenir l'antenne. Les envoyés spéciaux des différentes chaînes doivent tenir en haleine les téléspectateurs. Soit envisageable de la part du ministère de l'Intérieur d'accepter que le preneur d'otages quitte. C'est la première fois en France qu'un tel fait se produit. Et c'est certainement pour cela que l'ensemble des Français se partagent entre deux mots. L'horreur, d'abord l'horreur de l'acte. Prendre des enfants en otage contre de l'argent, c'est quelque chose qui nous choque, qui nous frappe. Et puis la compassion aussi, parce que toutes ces familles dont nous aurions pu être les membres, toutes ces familles qui attendent actuellement, qui ont attendu pour ceux dont les enfants ont été libérés, et qui attendent encore qu'on libère leurs enfants, c'est quelque chose d'un drame épouvantable. Quand elle est sur le plateau comme ça, c'est pas vous le patron, hein, vous ne pouvez pas dire bon, on arrête, etc. C'est en régie, puis au-dessus, en régie, le rédacteur en chef ou le directeur de l'info, qui dit on garde l'antenne. Ah ouais, bonjour, mais qu'est-ce qu'on met dedans? On n'a rien comme info. J'ai traîné, je ne sais pas combien de temps, là. Hein? Une seconde, on va rappeler Pascal Saut. Pascal? Oui, Paul. La seule solution, solliciter en permanence les envoyés spéciaux. Savoir peut-être un peu plus sur l'homme qui prend en otage les enfants. Vous savez qu'on ne connaît Mais ils sont à 200 mètres de l'établissement. Ils ne savent pas grand-chose. À tel point qu'ils sont presque les derniers à être au courant des informations. À la police par le preneur d'otage un document de 8 pages dans lequel il détaille ses revendications. Alors on l'apprend à l'instant même. Le preneur d'otage vient d'interrompre le dialogue avec les négociateurs. Pascal, à Neuilly, est-ce que vous en savez quelque chose? Ben écoutez, non, ici, nous sommes à peu près à 200 mètres de l'entrée de l'école et on n'a pas encore eu vent de cela. Mais de toute façon, ce qui est important, c'est que dans l'école, c'est organisé une vie, depuis hier, et forcément. Et la nourriture vient d'être apportée aux enfants et je suis en mesure de vous donner le menu de ce qu'ils vont manger à midi. Alors, il y aura de la purée, du poulet avec des chips et une crème caramel en dessert. Au bout de 48 heures, les enfants sont libérés sains et saufs. Le forcené a été abattu. Les Français adorent suivre en direct ce genre d'événements. Cela va même devenir l'argument de nouvelles chaînes de télévision. On pourrait appeler ça le début de l'information continue, parce qu'on suivait cette affaire au millimètre, quoi. Bon. C'est à cette époque que naît LCI, la première chaîne française d'information en continu. Suivront iTélé, France 24 ou encore BFM TV. C'est Ruth Elkrief qui lance en novembre 2005 la chaîne info la plus regardée aujourd'hui. BFM TV, 18h, Ruth Elkrief. Bonsoir à tous et bienvenue sur la nouvelle chaîne de l'info que je suis très fière de lancer avec vous ce soir. Tout de suite, les titres à la une de BFM TV. Ces nouvelles chaînes prennent modèle sur leur grande sœur américaine CNN. Sa promesse, dès qu'un événement survient, le couvrir en direct. Mais il y a un type de direct qui reste hors norme. C'est quand le drame se produit par hasard devant les caméras. Les commentateurs n'ont pas le temps de mettre l'image à distance. C'est ce qui va arriver le 5 mai 1992. Patrick Poivre d'Arvor pense donner l'antenne à Thierry Roland
pour un match de football entre Bastia et Marseille. Et puis à 20h15, donc, le match commenté par Thierry Roland et Jean-Michel Larquet, dans les bras desquels je vous laisse maintenant pour Bastia-Marseille. Bonne soirée à tous. Vous allez voir la tribune en ce moment de Bastia, ou le stade Furiani. Mais c'est un drame qui va se dérouler à l'antenne. Semble-t-il eu un problème, puisque semble-t-il une partie de la tribune s'est effondrée. Des images de chaos sont diffusées à une heure de grande écoute, sans qu'on ne comprenne ce qui s'y passe. Patrick Poivre d'Arvor les découvre en direct. Du stade de Furiani, qui était un petit stade à l'origine qui ne pouvait contenir qu'un petit 10 milliers de personnes. Et là, une tribune vient de s'écrouler. Il y a 18 morts et 2357 blessés. Assez hâtivement des tribunes, puisque là, à l'instant, vous voyez sur ces images qui nous arrivent en direct, que va peut-être nous commenter Thierry Roland s'il est au téléphone. Oui, vous nous entendez? Oui, on vous entend, Thierry. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Patrick, c'est une partie de la tribune provisoire qui avait été dressée à l'occasion de cette demi-finale tout à fait exceptionnelle entre Bastia et l'Olympique de Marseille, qui s'est effondrée juste derrière. La stupéfaction est générale. La présence de caméras de télévision en direct, au moment même où l'horreur se produit, est si mal perçue que le présentateur Thierry Roland est même pris à partie. Les familles. Mais ça va pas, non? Mais oh! Mais attendez, je suis agressé. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais attendez, mais ça va pas. Mais ça va pas. Mais attendez. Oui, visiblement, Thierry. Non, mais... Oui. Les deux petits, ça va pas. Mais qu'est-ce qu'il y a? Oui, là, il a visiblement quelques excités qui s'en prennent à Thierry. Non. Mais non. Je crois que c'est vraiment pas le moment, parce que la fête du sport est déjà gâchée et il est difficile d'exercer ses fonctions de journaliste dans ces conditions. Pour Guillaume Soulez, ce direct reste marquant dans l'histoire de la télévision, car il pose les limites de ce qu'on a le droit de montrer. Les journalistes ont perdu le contrôle de l'émotion. On voit bien que les journalistes qui sont censés nous donner des informations, en fait, n'en savent pas plus que nous, puisque justement, ils n'ont pas le temps d'avance qu'en général, ils peuvent avoir pour vérifier l'information, la confronter, la construire, la mettre en perspective, etc. À un moment donné, il y a quelqu'un qui lève les bras en s'adressant au caméraman qui est en train de filmer. Et on se demande un peu ce qu'il veut dire. Est-ce qu'il dit, mais c'est scandaleux de filmer, au lieu de filmer, viens donner un coup de main ou quelque chose comme ça? Ou est-ce qu'il dit, il y a des morts, c'est interdit moralement de filmer la mort? Bon, voilà. Ça nous oblige, nous, aux spectateurs, à nous demander voilà, ce que nous sommes en train de faire quand nous regardons ces images-là. Des caméras qui filment en direct un drame pendant qu'il se produit. Cette expérience va se répéter pour les téléspectateurs à travers une tragédie considérée comme la plus importante depuis ce début de siècle. Et c'est difficile de... Bonjour à tous, ce flash spécial pour vous annoncer ces très spectaculaires explosions. Ce serait un attentat selon les médias américains à New York, au cœur de Manhattan. Mardi 11 septembre 2001. Des centaines de millions de personnes sont devant leur télévision et cessent toutes leurs activités. Là, les gens se sont arrêtés de travailler, ils ont regardé là où il y avait la télé, ils sont allés voir, il se passe un truc, voilà. Bon, moi je sais que je l'ai regardé sur un ordinateur, par exemple, ce qui était en train de se passer. Et du coup, voilà, on se débrouille pour être en direct. Mais ça, c'est très rare. Oui, je voudrais qu'on s'arrête, si vous voulez bien, une fois de plus sur cette image que nous voyons actuellement. Je crois qu'il faut dire aux Français qui nous regardent que nous ne sommes pas malheureusement ni dans un cadre d'un film ou d'une image virtuelle. C'est la vérité qui se passe sous nos yeux. Ce jour-là, Daniel Bilalian a pris l'antenne aux côtés de David Pujadas. Aujourd'hui, il dirige le service des sports de France Télévisions. Plus de 12 ans plus tard, il se souvient qu'il a prononcé des mots tout simples pour traduire sa sidération. Il ne faut pas cacher son émotion. Il ne faut pas cacher son émotion. Je pense que c'est la grande leçon peut-être des journalistes qui nous... Moi, des journalistes que j'ai connus, des journalistes de l'après-guerre qui m'ont formé, c'est qu'un journaliste ne doit pas rester forcément froid. Il doit aussi faire comprendre ce qu'il ressent. Nous ne sommes pas des mécaniques.
Si quelque chose est gai, rions. Si quelque chose est triste, c'est que moi j'ai des moments, parfois j'ai eu des moments à l'antenne où j'avais presque la larme à l'œil, parce qu'il y a un moment, un événement vous touche, vous êtes un être humain, même si vous êtes journaliste, vous n'êtes pas quelqu'un de désincarné. C'est ce qui se passe en ce moment après que 2 avions aient percuté les 2 tours parallèles du World Trade Center, dont l'une d'entre elles vient de s'écrouler, provoquant cette fumée extraordinaire qui se dégage dans le ciel de New York. Voilà ce qui se passe en ce moment, c'est absolument inimaginable. Il y a moins d'1 heure que cela s'est déroulé et toute l'Amérique est en émoi. Le président Bush tout à l'heure était en larmes, c'était pour lui, il l'a dit, une tragédie à laquelle personne ne pouvait s'attendre. Vous savez, dans la vie professionnelle, il y a des événements de l'actualité. Et là, vous ressentez, enfin, moi c'est comme ça que je le vis, vous ressentez que vous vivez un événement qui va rester dans l'histoire. Il y a des événements d'actualité qui passent d'un jour à l'autre, qui sont soi-disant importants, qui n'ont aucune importance. Donc, il faut prendre à ce moment-là le téléspectateur en témoin en disant, là, voilà quelque chose qui va rester dans les livres d'histoire. Le choc est d'autant plus profond quand, en direct, la deuxième tour s'effondre. Elle est en train, à son tour, comme elle avait fait l'autre tour un peu plus tôt, elle s'est écroulée. Toute la zone avait été évacuée par la police. On peut donc imaginer qu'on a limité les pertes du côté de New York. Mais spectacle inimaginable, incroyable. Les 2 tours du World Trade Center sont maintenant à terre, au sol, terrassés par ce double attentat à l'avion suicide. En quelques secondes, la tour s'est effondrée. C'est un amateur qui filme les... Aucun événement de cette ampleur ne s'était jamais produit en direct. La télévision est alors tellement ancrée dans la vie de tous que des centaines de New-Yorkais ont le réflexe de filmer. J'espère que je vais m'en sortir. J'espère que je vais m'en sortir. Ça m'arrive dessus. Je me cache derrière une voiture. Il existe d'innombrables documents amateurs du 11 septembre 2001 saisis sur le vif. C'est une nouvelle source pour alimenter le direct. En fait, ce n'est pas la télévision qui filme au départ, hein, c'est une caméra de surveillance et puis des gens dans la rue. Entre ce moment où on filme sans presque de manière inconsciente l'événement et où on se met devant sa télévision pour voir ce qui va se passer, eh bien l'événement change de nature, il change de sens et là il prend un caractère absolument atroce. Ce qui est exceptionnel, c'est qu'il y a eu des caméras au moment où a eu lieu cet attentat. C'est quand même une conjonction de circonstances incroyable. Le monde entier était vraiment rivé devant un écran de télévision. Il n'y a pas eu avant, et il n'y a pas depuis, fort heureusement d'ailleurs, d'événements de cette nature qui ait créé un tel rapport entre l'image et ceux qui la regardaient. Depuis le 11 septembre, les chaînes d'information en continu ont fait du direct leur marque de fabrique et tentent toujours de capter sa dramaturgie. Ces chaînes Toute Info ont connu un essor sans précédent. Leur audience a été multipliée par 6 en 10 ans. Quant aux chaînes hertziennes, même si elles ont drastiquement réduit les retransmissions en direct, les événements live sont aussi les plus regardés. Journaux télévisés, grands-messes sportives, divertissements et télé-réalité, ou grands défilés, le direct est devenu un luxe. Mais il reste la quintessence de la télévision.